Pierre Gadonex, bonjour. Bonjour. Vous êtes sans doute un des hommes en France qui connaît le mieux la filière énergétique et qui a la mémoire de cette filière. Vous avez en effet participé au lancement du programme nucléaire dans les années 70, d'abord au cabinet de deux ministres de l'Industrie, Michel Dornano et René Monory, et puis ensuite comme directeur de la DIM, qui avait la tutelle des industries électriques au ministère de l'Industrie. Et puis vous avez été commissaire du gouvernement auprès d'EDF pendant une dizaine d'années. Ensuite, vous passez à Gaz de France, comme directeur général puis PDG. Vous y restez 17 ans. Et en 2004, vous êtes nommé PDG d'EDF, poste que vous avez quitté il y a un peu plus d'un an. Vous n'avez pas abandonné pour autant ce secteur, puisque vous assumez depuis 5 ans la présidence du Conseil mondial de l'énergie, qui est une organisation regroupant les dirigeants du secteur énergétique d'une centaine de pays. Un lieu d'observation privilégié pour voir les tendances de fond du marché mondial de l'énergie. Jusqu'à présent, jusqu'à la date du 11 mars, les experts, à quelques nuances près, s'accordaient sur un scénario énergétique pour les décennies à venir. Pour faire face aux besoins d'une population mondiale en forte croissance et diminuer les gaz à effet de serre, il fallait à la fois relancer le nucléaire, domaine où la France était en pointe, et miser en même temps sur les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire et bien sûr les économies d'énergie. Or, tout vient de basculer avec la catastrophe japonaise. C'est un événement, je pense, aussi important et même peut-être plus important que le 11 septembre. Il y avait en géopolitique, en géostratégie, un avant et un après 11 septembre 2001. Il y aura un avant et un après 11 mars 2011 en matière énergétique, en matière économique. Alors, au-delà du drame que vit le Japon, je crois qu'on prend peu à peu conscience des bouleversements pour l'économie mondiale que cette catastrophe va induire. Alors nous allons d'abord parler du Japon, bien sûr, et des conséquences sur le Japon et son système énergétique. Mais je crois qu'à l'heure où on parle, on ne sait pas encore tout à fait comment ça va évoluer. En effet, actuellement, nous observons que nos amis japonais sont en train de lutter pour limiter les conséquences de ce drame. Et je voudrais à cette occasion saluer le sang-froid, le courage à la fois de toute la population japonaise qui vit un drame impensable que personne n'avait pu imaginer, et particulièrement aux sauveteurs et à tous ceux qui interviennent sur la centrale pour essayer de la refroidir, on pourra y revenir, et pour limiter les conséquences sur les populations de ce drame. C'est l'accident qu'on n'avait pas modélisé. Il est clair que notamment la partie tsunami, puisqu'il y a eu à la fois un événement sismique d'une ampleur considérable et un tsunami. D'après les échos que j'ai, c'est encore prématuré, mais il semblerait que tous les systèmes de sécurité fonctionnaient normalement pour la partie sismique, et que d'ailleurs toutes les tranches se sont arrêtées. Elles se sont mises à l'arrêt. Elles se sont mises à l'arrêt pendant, je crois, plus d'une heure. Et lorsque le tsunami est intervenu, il avait une ampleur qui n'avait pas été anticipée, et il a rendu inopérants tous les systèmes de sécurité, et notamment de refroidissement. Et les groupes électrogènes n'ont pas fonctionné. Exactement. Ouais, tous les donc systèmes on n'a pas pu refroidir. Qui sont plusieurs d'ailleurs, il y en a plusieurs, mais ils ont tous été simultanément rendus inopérants. Donc, comme les centrales étaient arrêtées, il ne peut pas y avoir d'explosion nucléaire. Il ne peut pas avoir d'explosion au sens d'une bombe, non. Et quand on parle de fusion... Mais il peut y avoir le cœur qui est constitué de combustible et de systèmes métalliques qui tiennent, qui encadrent le combustible. Tous ces éléments avec la chaleur peuvent fondre, d'où le terme fusion. C'est que ces éléments fondent et constituent un magma, qu'on appelle le corium d'ailleurs, et qui est pendant encore plusieurs jours, qui a encore de l'énergie, donc qui dégage de la chaleur, et si cette chaleur n'est pas résorbée, peut provoquer des émissions de d'abord radioactives. Percer le containment, le système de cuve qui le retient, et donc à partir du moment où il le transperce, être en contact avec l'atmosphère et donc émettre des radiations. Et donc pour limiter ça et l'éviter, il faut refroidir. Clairement, d'après ce qu'on peut voir, nos amis japonais ont considéré que la centrale n'était plus opérationnelle, donc ils essaient par tous les moyens d'éliminer la chaleur en mettant tout simplement de l'eau par tous les moyens possibles. Bon. En ce qui concerne le système énergétique japonais, jusqu'au 11 mars, 30% de l'électricité japonaise venait du nucléaire et le reste était se partager entre, grosso modo, le charbon et le gaz.
Là, une partie des centrales, celle-là, est hors de service, mais une partie des autres centrales sont également hors de service. En plus, je pense que la population japonaise va avoir un problème avec ces centrales nucléaires. Donc comment peuvent-ils faire dans les semaines et les mois qui viennent pour s'approvisionner en électricité, reproduire de l'électricité? Ah bah c'est évidemment, enfin à court terme, la première préoccupation, c'est bien sûr, et j'espère que dans quelques jours, on verra un aboutissement de ce processus, c'est de limiter les conséquences pour les populations de l'événement actuel. La deuxième question, à court terme, ça sera de voir comment assurer l'approvisionnement énergétique des populations. Ce qui est probable, c'est qu'il va y avoir une crise, une récession économique au Japon pendant quelques mois. Et donc, déjà, il était en récession au dernier trimestre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les équilibres entre production et consommation sont toujours assez difficiles à prévoir parce qu'il peut y avoir une baisse de la consommation. Donc, c'est possible que les besoins énergétiques soient moins forts demain qu'ils ne l'étaient hier. Notamment des industries. C'est pas une bonne nouvelle, oui, mais c'est un des aspects qui sera pris en compte. Bon, deuxièmement, construire des centrales, ça prend plusieurs années. Il y a des moyens les plus rapides, c'est clairement de créer d'apporter ou de fabriquer des systèmes de production à partir de fuel ou de gaz sous forme de turbine. C'est ce qui permet en quelques mois, centrales à gaz, en quelques mois, ou à fuel. En quelques mois, on peut, je dirais, c'est des groupes électrogènes géants, si vous voulez. Oui, il y a moyen. C'est coûteux, mais il y a moyen. C'est peut-être plus facile pour eux parce qu'il y a les Russes qui ne sont pas très loin et qui ont déjà proposé... Je n'ai pas réfléchi à la question, mais il y a sûrement des moyens. Et je pense que malheureusement pour eux, les besoins de consommation vont être inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 8 jours ou 15 jours. C'est pour ça que le pétrole, curieusement sur le marché, spot ne monte pas. Enfin, oui, absolument. Mais absolument. Non, mais c'est tout à fait ça, absolument. Oui. Les Russes ont proposé aussi de fournir de l'électricité. Est-ce qu'on peut tirer des câbles électriques aussi vite? Vous en doutez un peu, oui. J'en doute un peu, parce que l'expérience que j'ai, c'est que ça avait pris plusieurs années. Mais... Oui, mais enfin, là, il n'y a peut-être pas les mêmes mouvements écologiques que pour tirer des lignes à travers les Pyrénées. Peut-être. Hein, alors, ce qui apparaît aussi, après la catastrophe, on va certainement au Japon faire le procès de TEPCO et de la gestion par TEPCO. C'était la société qui avait en charge la centrale qui était la plus grande société japonaise d'ailleurs. Et qui est d'ailleurs un des membres du Conseil mondial de l'énergie. Oui. Alors, cette société avait déjà été un peu dans le collimateur ces dernières années pour ne pas avoir donné d'informations, semble-t-il, assez pertinentes sur l'état de ces centrales. Mais est-ce que, plus loin, ça ne pose pas une question de fond? Est-ce que le nucléaire n'est pas une chose trop sérieuse pour le confier à des entreprises privées? Alors, ça, je dirais... Et est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre la rentabilité nécessaire, le but de rentabilité des entreprises privées et le nucléaire qui exige une sécurité absolue? Si vous permettez, Jean-Michel, 4 points, je dirais ça un petit peu autrement. Je partage votre souci, mais je le dirais un petit peu autrement. C'est que le nucléaire est un enjeu trop important pour la sécurité et pour les opinions publiques pour le confier qu'à un seul opérateur. Vous pouvez choisir qu'il soit public ou privé. Je pense qu'il faut un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir doit être une autorité de sûreté indépendante, compétente et transparente. J'ai dit 3 choses. C'est ce qui existe dans un certain nombre de pays. C'est toujours ce qui existe. La question est de savoir, est-elle suffisamment compétente? Est-elle suffisamment transparente? Est-elle suffisamment indépendante? Les 3 mots comptent. Et donc, je pense que chaque pays, et c'est le pouvoir politique qui décide ça. C'est complètement un choix politique. Et je pense que les opinions publiques l'attendent, le souhaitent. Et je pense qu'on y reviendra. Si le nucléaire en France, je ne suis pas du tout aveugle, je sais très bien ce qui se passe en ce moment et l'accident actuel aura forcément des conséquences sur l'acceptation du nucléaire partout dans le monde, y compris en France. Mais ce que je veux dire, c'est que si le nucléaire en France a eu cette réussite que le monde entier nous a envie, c'est parce qu'il a été accepté par l'opinion publique. Et s'il a été accepté par l'opinion publique en France, c'est que l'autorité de sûreté française répond aux 3 critères que je viens de dire. Oui, et parce que aussi... Et que c'est peu contesté. EDF avait une bonne image. Parce que c'était une entreprise publique. Là, je ne suis plus indépendant. Là. Non, mais parce que c'était une entreprise publique. Là, je risque d'être jugé parti. Parce que c'était une entreprise publique. On peut le penser. Bon, mais vous avez vécu ça. On peut le penser, mais je comprends que d'autres le pensent autrement. Mais il y a un moment où les objectifs de fonds d'investissement
hein, et les objectifs de l'entreprise qui exerce une mission de service public peuvent être contradictoires. Jean-Michel Quatrepoint, je comprends. Je peux partager cette analyse à titre personnel, mais je pense que de toute façon, ça ne suffit pas. Non, mais il faut les deux. Même si l'entreprise était publique, il faut un contre-pouvoir totalement indépendant. C'est pour moi, et j'ai une deuxième conclusion de l'événement, et j'ai une deuxième conviction que cet événement vient renforcer, c'est que ça ne suffit pas. Je crois que ce qui vient de se passer au Japon aujourd'hui, à Fukushima, nous montre que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir l'autorité que je viens de dire. Parce que nous venons de prendre conscience, instantanément, qu'un incident, un accident gravissime comme celui qui vient de se produire, ne concerne pas que le Japon, il concerne le monde entier. Nous sommes dans une situation où les règles de sûreté doivent être fixées à un niveau global, mondial, qui soit partagé par tous les pays du monde, et que tous les pays participent à la fixation des règles, au contrôle de ces règles, à la mise en commun du retour d'expérience et à la solidarité, ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir, il ne doit plus y avoir de concurrence sur la sûreté. Oui. La sûreté est un élément nécessaire qui doit être partagé par tous. Alors, ça risque malheureusement d'être un peu pieux, pour plusieurs raisons. Non, parce que... Je ne dis pas que c'est facile. Est-ce que vous voyez les Chinois accepter une autorité supranationale? Jean-Michel Quatrepoint, il se trouve que les hasards de la vie m'ont conduit à avoir des responsabilités dans le secteur aéronautique. Chez la TECOR. Eh bien, aujourd'hui, on peut considérer qu'au niveau aéronautique, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a de véritables règles mondiales. Que vous fabriquiez un avion en Chine, aux États-Unis, en Europe, chez Boeing, chez Airbus, les règles de sûreté sont les mêmes au niveau mondial. Répond aux mêmes normes de sécurité. Absolument. Absolument. Et au niveau du trafic aérien, c'est la même chose. C'est plus facile, oui. C'est plus facile parce que les opinions publiques et les pouvoirs politiques considèrent qu'un avion, ça se déplace et que donc il ne peut pas y avoir de spécificité géographique. Pour une centrale nucléaire, il y a une implantation géographique. Mais ce qui vient de se passer montre que les conséquences d'un incident sont mondiales. Alors, ça veut dire qu'un organisme, il y aurait différents organismes de sûreté dans chacun des pays qui a du nucléaire, et un organisme international, sous l'égide de quoi? L'ONU? Je n'ai pas la réponse détaillée. Mais cette conviction, Jean-Michel, cet événement fait que vous m'en parlez aujourd'hui, mais je vous aurais dit la même chose il y a 15 jours. Hein. C'est une conviction qu'au sein du Conseil mondial de l'énergie, nous nous sommes forgés, nous sommes plusieurs à avoir cette conviction, c'est que les règles de sûreté doivent être partagées au niveau mondial. Il est impensable de se faire de la concurrence au rabais pour faire des économies ou inversement pour faire de la promotion commerciale. Jamais Boeing n'a été dire « mon avion est plus sûr que celui d'Airbus ». Jamais. Oui, mais il n'y avait que deux acteurs. Oui, enfin, il y en aura plus demain. Oui, un duopole. Bon. Dans le nucléaire, ils ne sont pas très nombreux quand même. Hein. Oui, il y en a 4 ou 5. Hein, oui, mais dans l'exploitation, ils sont plus nombreux. Non. Alors en exploitation, je voudrais dire, je ne sais pas si vous le savez, qu'il y a eu, à la suite de 3 Mile Island, une prise de conscience que ce que je viens de dire fonctionne. Ça me donne l'occasion de vous le décrire. Après 3 Mile Island, puisque l'incident de 3 Mile Island n'était pas... 1979. 79, c'est-à-dire plus de 30 ans. 3 Mile Island a été un accident qui n'était pas dû à la conception de la centrale, mais à l'exploitation. Une erreur humaine. Une erreur humaine. Et donc, tous les exploitants, à l'époque, ils étaient une vingtaine, un peu moins de 20, se sont dit, plus jamais ça. Et ils ont constitué une organisation qui s'appelle WANO, et ils ont accepté ce que je viens de dire, c'est-à-dire de mettre en commun les règles d'exploitation. Et une des manières de le faire, qui fonctionne, c'est que tous les opérateurs nucléaires du monde acceptent de soumettre à leurs pairs hier, les conditions d'exploitation de leur centrale. Et c'est-à-dire que EDF a eu des visites de concurrents qui sont venus voir comment l'exploitation était assurée. Et est-ce qu'EDF a visité TEPCO? Enfin, je ne sais pas, mais il y a sûrement eu des gens d'EDF qui un jour ont été voir TEPCO. Mais le problème aujourd'hui n'est pas un problème d'exploitation, hein, clairement. L'enquête, la réflexion va le donner. Le problème est un problème de conception, c'est que l'accident, la violence du tsunami, avec une hauteur de vague qui, je crois, est à 9 mètres ou quelque chose comme ça, clairement, n'avait pas été anticipée.
Donc c'est clairement un problème de conception. Mais au niveau des conceptions, il y a 3 types, je crois, de réacteurs en service dans le monde. Oui. Hein, il y a le General Electric, il y a Westinghouse, et nous, puisque nous avons dérivé de Westinghouse. Hein, il y a eau bouillante, eau pressurisée, et il y a les Russes. Oui, puis il y a des graphies de gaz encore en Grande-Bretagne. Il reste encore des graphies de gaz? Ah ben oui, puisque EDF en exploite en Grande-Bretagne, oui. Oui, c'est pas les plus dangereux, les graphies de gaz, non. Mais Tchernobyl, c'est du graphite de gaz, non? Non. Non, c'est du RDM, c'est du... Ouais. Mais qu'est-ce qui s'était passé à Tchernobyl? Ah ben il y a eu une erreur d'exploitation. C'est une erreur d'exploitation. Oui, mais il y avait aussi une erreur d'exploitation et une conception qui faisait que la conception ne permettait pas de tenir à cette erreur d'exploitation. Dans les centrales d'autres conceptions, l'événement de Tchernobyl aurait pu être maintenu dans une enceinte de confinement. Ce qu'il y a dans les autres centrales. Ce qu'ils ont fait avec le sarcophage ensuite. Oui, mais enfin, ça c'est trop tard. Oui, trop tard. Alors, allons un peu sur la France. La France est le deuxième parc nucléaire mondial, voilà, avec 58 réacteurs, si je ne me trompe. Est-ce que... Alors, je crois que tous nos réacteurs ont été faits pour des risques sismiques de 6 à 7. Je pense, je ne suis pas technicien, je pense que la norme ne doit pas être la même partout, parce qu'il y a des zones différenciées, et que les autorités de sûreté, hein, qui ont la responsabilité ultime de fixer les conditions et les normes de sécurité, ont travaillé avec l'appréhension d'essayer d'identifier quel est le risque sismique le plus violent que la France ait connu au cours du dernier millénaire, à travers les récits, etc. Et de prendre par rapport à ça une marge de précaution de l'ordre de dire 2 fois plus important. Et je pense que les normes, je suis même quasiment certain, que les normes ne sont pas les mêmes des zones, parce que même si la France n'est pas du tout une zone importante sur le plan sismique, il y a quelques régions qui sont plus exposées que d'autres. Il y a une centrale qui a eu un problème en 99 lors de la grande tempête. Ça n'a rien à voir avec le sismique, oui. Ça. Rien à voir. Non, mais c'était avec la tempête et une inondation. C'est la centrale sur l'estuaire de la Gironde, du Blayais. Hein. Toutes les centrales sont au bord de l'eau. Oui, parce qu'il faut de l'eau pour refroidir. Alors, comme il se trouve que nous avons des fleuves, donc, alors que le Japon n'a pas de fleuve. C'est pour ça qu'elles sont toutes en bord de mer. Absolument. Hein. Mais nous avons quelques-unes en bord de mer. Oui. Blayais, l'estuaire de la Gironde, il y en a. Flamanville, oui, bien sûr, et puis dans le nord. Oui. Bon. Est-ce que nous avons envisagé un risque de tsunami? À ma connaissance, mais je ne suis pas expert, à ma connaissance, non. Je ne pense pas que depuis 1000 ans, la France ait connu des tsunamis. Je ne crois pas. Bon. Mais il y a eu des inondations au Ah, Blayais. tout à fait. Et on a prévu, par contre, des tempêtes et des montées d'eau. Et pour le Blayais que vous avez cité, il y a eu un incident qui ne s'est pas traduit par aucune conséquence, hein, mais il y a eu un incident. Et à la suite de cet incident, bien entendu, on a corrigé c'est ce que j'appelle le retour d'expérience, on va y revenir, c'est quelles sont les conséquences qu'on peut imaginer pour un drame comme celui que nous connaissons, c'est le retour d'expérience pour faire que plus jamais plus ça ne se produise. Et donc, c'est clair qu'on a amené à corriger les réglementations et les infrastructures pour faire face à des incidents de ce type. Alors, on disait que plus rien ne sera comme avant. L'opinion publique mondiale prend conscience. Et le nucléaire, qui était déjà pas très accepté dans un certain nombre de pays, je crois qu'en France, effectivement, il y avait une acceptation. Disons qu'en France, on considérait que c'était un mal nécessaire. Hein, et que, effectivement, c'était le prix de l'indépendance énergétique. Que le système, on pensait, était assez sécurisé et que c'était aussi une filière d'exportation, voilà. Donc une source de revenus à l'exportation, et qu'ensuite ça permettait d'avoir une énergie moins chère. Bon. Oui. Je voudrais dire un mot là-dessus. Bon, d'abord, vous avez bien voulu dire que j'ai assisté ou participé à la décision du programme nucléaire. Non, j'étais à cette époque-là pas du tout dans ce secteur. Par contre, j'ai eu l'honneur et le grand intérêt d'être responsable de cette entreprise. Et donc, non seulement je l'assume, mais je pense que ce programme nucléaire a été une réussite que le monde entier nous envie, nous a envié. Et que, je voudrais dire, dans les arguments et les avantages que procure et qu'a procuré le nucléaire à la France, c'est que pendant toute cette période d'une trentaine d'années, nous avons produit une électricité à partir de l'énergie nucléaire
Et si on n'avait pas eu cette énergie nucléaire, on aurait dû importer du pétrole. Et je voudrais donner un ordre de grandeur. Si on avait importé ce pétrole pendant les 30 ans, c'était l'équivalent de 10 milliards d'euros par an d'importation. C'est-à-dire que 300 milliards d'euros sur 30 ans. Ouais. Oui, ça veut dire que chaque année, on aurait eu une balance commerciale qui aurait été dégradée de 10 milliards. Et 10 milliards, ça fait à peu près 100 000 personnes. C'est-à-dire, au lieu d'employer, mais c'est plus que 100 000, plus de 100 000 personnes, on aurait importé l'équivalent. Et ceci avec un coût de l'énergie électrique qui n'a jamais été supérieur aux autres pays, puisque l'énergie électrique a toujours été très compétitive et en ce moment plutôt inférieure à la moyenne européenne. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que d'aucuns voudraient que EDF mette cette énergie compétitive gracieusement au service des concurrents. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Qui n'est pas. Oui. Bon, il va y avoir un débat qui va s'ouvrir. L'Allemagne, Angela Merkel, a décidé de ne pas prolonger les 8 centrales. L'Italie réfléchit et envisage peut-être de ne pas revenir au nucléaire. L'Italie était sortie du nucléaire après Tchernobyl. Pratiquement jamais rentrée, puisque elle voulait rentrer. La première centrale qui avait été, je ne sais pas si vous le savez, la première centrale qui avait été construite n'a jamais été mise en opération. Donc il n'y a jamais eu de nucléaire en Italie. Il y a eu une centrale construite et il y a eu un référendum après Tchernobyl. Et ce référendum a mis fin au programme nucléaire italien qui n'a donc jamais fonctionné. Si bien que l'Italie est aujourd'hui le seul grand pays d'Europe qui n'ait pas d'industrie nucléaire. Sinon, il y en a partout. Il y en a partout. En Espagne, c'est 18% plus ou moins, de l'électricité. Les grands pays où la proportion de nucléaire est importante, ça ne viendra peut-être pas tout de suite à votre esprit. Si, c'est les pays de l'Est. Non, c'est la Suisse. Oui. Mais nous, c'est 80%. Oui, nous, c'est 80%, mais la Suisse, ça doit être 40%. Oui, mais la Suède... Et la Suède doit avoir un montant important. Oui. Et les pays de l'Est, parce que c'était dans le bloc tout à fait, bien sûr. Oui, tout à fait. Et l'Allemagne... Bon, alors, pour revenir, pour dire, quelle va être la conséquence? Bon, clairement, moi, je voudrais dire aujourd'hui, où bien sûr, toutes les conséquences et tout le retour d'expérience de ce drame n'ont pas encore été tirés, ce qui me paraît évident, c'est que tous les pays vont revisiter leur politique énergétique. Je pense qu'aujourd'hui, il serait irresponsable de dire « ça ne nous concerne pas, je ne change rien », ou de dire « j'arrête tout et je recommence ». Je pense que les deux attitudes sont totalement irresponsables. Mais c'est clair qu'on va revisiter nos choix, et en particulier, on va, à partir du retour d'expérience, examiner quelles sont les conséquences sur les règles de fonctionnement et des règles de sûreté. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est la responsabilité du pouvoir politique, tout à fait légitime, c'est de répondre aux attentes du public. L'opinion. Il y a une forte attente qui est complètement légitime des opinions publiques, et il faut leur répondre. Et je pense que les deux voies que je viens de dire sont des éléments de réponse, mais à court terme, il faut pouvoir répondre aux opinions publiques pour les assurer que le retour d'expérience sera pris en compte le plus rapidement possible. Alors, on peut dire que, bien sûr qu'on ne va pas fermer les centrales du jour au lendemain, mais il peut y avoir deux voies qui ne sont pas sans conséquence sur la France et l'industrie française. La première, c'est de dire, sous la pression, effectivement, on ne prolonge pas la durée de vie des centrales au bout de 30 ans. Et en France, ça concerne Fessenheim et le Bugey. Si, pour des raisons... arithmétiquement, ça concerne toutes les centrales. Elles auront toutes un jour 30 ans. Dans l'immédiat, ce sont les deux qui rentrent dans cette... Les premières. Les premières qui ont été construites, donc ce sont celles qui dépassent les 30 ans. Ça doit faire 5-6 000 mégawatts en moins. Est-ce que c'est faisable? Non, mais est-ce que c'est utile? Je dirais, l'important, c'est de regarder quels sont les sujets de sécurité qui sont à considérer après le retour d'expérience de ce drame japonais. Ça n'a rien à voir avec l'âge des centrales. C'est des conditions tout à fait... Enfin, il y a deux éléments qui vont être interpellés et qui vont être revisités. C'est la résistance au choc sismique et la résistance à l'inondation, qui sont deux sujets qui ont été clairement au cœur du drame du japonais. Donc, il faut revisiter ça, et ça n'a rien à voir avec l'âge des centrales. Et je dirais, pour
prendre le modèle que nous avons, dont vous avez rappelé que c'est un modèle qui a été dérivé et même très largement reproduit de Westinghouse. Nous avons aujourd'hui en France des centrales qui sont strictement identiques à des centrales qui fonctionnent aux États-Unis, strictement identiques. Et les centrales strictement identiques aux États-Unis ont été autorisées pour 60 ans. Donc aujourd'hui, nous avons un parc qui est très jeune. 30 ans, c'est très jeune pour un parc américain. Par rapport au parc américain, absolument. Bon. Mais ce qui ne veut pas dire, oui. Attendez, je voudrais dire aussi, parce que c'est un point très important pour les opinions publiques, ce qui ne veut pas dire qu'il faut régulièrement réexaminer nos conditions de sûreté. De toute façon, il y a un examen au bout de 30 ans. Et non, en France, c'est une des caractéristiques françaises. Tous les 10 françaises, ans. Et... Tous les 10 ans. Nous sommes, je pense, un des rares au monde à le faire. Tous les 10 ans, nous revisitons et l'autorité de sûreté a un droit, même une obligation, de dire oui ou non aux prolongations de la centrale pour 10 ans. Et presque toujours, et c'est le cas actuellement, cette autorisation de prolonger la centrale n'est obtenue qu'avec des investissements très importants, complémentaires, qui sont les investissements qui permettent de tenir compte des retours d'expérience pour améliorer la sûreté. Et donc, contrairement à, peut-être, je vais vous surprendre, plus une centrale est ancienne en France, plus elle est sûre. Parce qu'elle a eu régulièrement, tous les 10 ans, une visite et une adaptation pour la rendre de plus en plus sûre. On change les sous-ensembles, sauf la cuve. Enfin, on rajoute des choses, si vous voulez. Par exemple, pour faire face à des... je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est même probablement pas le cas, mais on peut très bien rajouter des éléments de fondation pour faire face à des risques sismiques, par exemple. Alors, de toute façon, le nucléaire, la filière nucléaire, va rentrer à nouveau dans un hiver. On avait parlé après Three Mile Island d'un hiver nucléaire aux États-Unis. Les opinions publiques, les gouvernements, je ne vois pas quel est, dans les démocraties aujourd'hui, le gouvernement qui prendra la responsabilité de lancer de nouveaux chantiers nucléaires dans les années qui viennent. Jean-Michel, 4 points, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas politique du tout, je ne mets pas la place des politiques. Je suis tout à fait conscient qu'il y a un enjeu considérable qui est de répondre aux attentes des opinions publiques et de leur donner des éléments de réponse à leurs inquiétudes. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, aujourd'hui, le nucléaire a redémarré. Mais pas en Occident. Oui, il a démarré en Asie. Oui, il y a 65 centrales en construction. Et donc, vous pouvez, nous, en France, on peut décider ce qu'on veut. En Europe, on peut décider ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, les centrales en construction, elles ne sont pas en Europe. Il y en a 2 en Europe. Oui. Mais les autres, il y en a en Corée et en Chine. Et est-ce que la Chine et la Corée vont remettre en cause leur programme? Je n'en sais rien. Je n'en suis pas certain du tout. La Corée. Je n'en suis pas certain. Et ce que je dis, c'est que, et nous devons, avec nos amis coréens, avec nos amis chinois, évoquer le sujet que je viens de dire en disant « ça nous concerne tous, y compris les centrales que vous faites, vous ». Donc, essayer de mettre sur pied une organisation internationale qui est autorité sur chaque pays. Je me garderai bien de donner la recette, simplement, je trouve que c'est légitime et je crois que c'est envisagé que ce sujet soit évoqué au niveau politique, au niveau international. Au niveau du G20, par exemple. Par exemple. Oui. Par exemple, je ne suis absolument pas au courant de si ça va l'être, mais ça me paraîtrait totalement légitime. C'est quelque chose que vous pouvez suggérer d'ailleurs au président en exercice du G20, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, je crois. Bien, Pierre Gadonnec, je vous remercie.